Bonsoir. Conflit ethnique ou conflit identitaire, guerre de religion ou même guerre sainte, la guerre n'arrête pas de changer de nom. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'elle a changé de forme? Sommes-nous face à un nouveau type de conflit armé, plus difficile à déchiffrer? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus que la guerre contre le terrorisme ou que les conflits ne seraient plus que interreligieux ou interethniques, auxquels devraient être opposées des guerres propres, plus civilisées, bien entendu. Eh bien non, il est urgent d'aller contre les idées reçues. Si on prend une carte du monde et que l'on y place les conflits ouverts au début des années 90, on peut compter une trentaine de conflits. 10 ans plus tard, leur nombre a diminué, ils ne sont plus qu'une vingtaine. Deuxième constat, 6 des pays qui étaient en guerre au cours de la décennie 90 le sont toujours 10 ans plus tard. Soudan, mais aussi Israël, la région du Cachemire, l'Irak, l'Afghanistan, même si pour certains de ces États, les mobiles de guerre se sont transformés en cours de route. On constate enfin une relative continuité géographique des conflits. Donc à ce stade, on peut retenir 2 choses. La fin de la guerre froide en 1989 n'a pas eu d'impact majeur sur l'évolution des conflits dans le monde. Et contrairement à ce que certains avaient prévu, ce grand changement géopolitique n'a pas mis fin aux guerres entre États. D'ailleurs, justement, regardons la carte des conflits qui, depuis 1989, oppose les États entre eux. Guerre Irak-Koweït en 1990-91, guerre Pérou-Équateur la même année, guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie en 1998, guerre au Kargil, c'est-à-dire au Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, en 1999. En 1999, toujours, les pays membres de l'OTAN lancent une offensive militaire contre la Serbie au Kosovo, suite à la politique de Belgrade contre les populations albanaises. On parlait alors de guerre humanitaire. Même chose en 2001 en Afghanistan, où une coalition d'États lance une offensive militaire contre le régime des talibans, en représailles aux attentats du 11 septembre. L'opération est alors baptisée guerre juste. Et puis enfin, bien sûr, on a en 2003 une guerre dite préventive en Irak, et qui commence par une opération militaire de grande envergure, lancée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre l'État irakien. Il s'agit bien là d'une guerre inter-étatique. Alors on peut maintenant affiner nos moyens d'analyse en repérant dans le monde les zones de tension qui pourraient dégénérer ou même renaître en conflit ouvert. Tensions entre les deux Corées, qui n'ont toujours pas signé d'accord de paix depuis 1953, entre la Chine et Taïwan à propos de l'indépendance de l'île, entre l'Inde et le Pakistan à partir du Cachemire, en Asie centrale, dans la région du Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, bien sûr le conflit latent au Proche-Orient, notamment entre Israël et la Syrie. Et puis potentiellement, il y a cette tension que fait peser le concept de guerre préventive qui consisterait pour les Américains à déstabiliser certains régimes avant qu'ils ne menacent eux-mêmes la sécurité mondiale par des armes de destruction massive, à moins que cela ne vise la protection des populations civiles de leur propre régime politique. Poursuivons ce passage en revue. Qui sont, en dehors des États, les autres acteurs de la guerre du XXIe siècle? Eh bien, prenons 2 exemples de conflits en Afghanistan et en Tchétchénie. Le conflit en Tchétchénie oppose 2 acteurs, un État, la Russie et son armée, et des forces séparatistes tchétchènes, peu nombreuses, mal équipées, mais qui, sur la durée, compensent leur faiblesse militaire par le harcèlement de type guérilla ou de type terroriste. C'est ce qu'on appelle une stratégie asymétrique, c'est-à-dire du faible au fort. Mais il y a, sur ce terrain, d'autres acteurs et d'autres intérêts. Les forces en présence, des 2 côtés, sont impliquées dans des activités mafieuses. Eh bien, cette guerre en Tchétchénie doit être vue comme un conflit séparatiste, situé à l'intérieur des frontières d'un même pays. Il est donc qualifié d'intra-étatique. Deuxième cas d'étude, c'est la guerre en Afghanistan. Le conflit remonte à l'invasion du pays par l'URSS en 1979. Il s'est transformé plusieurs fois depuis. Et aujourd'hui, on peut parler de 2 conflits parallèles.
Le premier oppose les forces spéciales de la coalition occidentale aux talibans, toujours présents sur la zone frontière avec le Pakistan. Et le second oppose le gouvernement afghan aux seigneurs de la guerre qui, dans les provinces, eux, partagent une grande partie du pays. La position de ces chefs de guerre leur permet de s'enrichir du revenu des douanes, de la contrebande, de la vente du pavot. À Herat, à Mazar-i-Sharif, à Balkh, dans Badakhshan, ces chefs de guerre se sont constitués de véritables fiefs, alors que le nouveau régime mis en place par la coalition à Kaboul n'a d'autorité que sur la région de la capitale. Ce conflit afghan, il se déroule à l'intérieur des frontières. On parle alors de conflits infra-étatiques. Ce sont des affrontements ponctuels entre des acteurs privés. Et l'on parle alors de démilitarisation de la guerre et de sa privatisation. Donc on le comprend, le conflit afghan n'est pas communautaire. L'objectif, c'est typiquement le pouvoir et ce qu'il rapporte. Pour classer les conflits, on peut utiliser plusieurs types de critères. La durée, les acteurs, le territoire de la guerre, les moyens de la guerre. Mais il y a aussi, bien sûr, les mobiles, c'est-à-dire pourquoi fait-on la guerre? Eh bien, les conflits les plus nombreux sont liés au contrôle du pouvoir. Ce sont ceux qui opposent deux groupes d'un même pays. L'enjeu, c'est l'accès au pouvoir politique. C'est le cas, par exemple, au Népal, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Colombie, et puis comme nous l'avons vu, bien sûr, en Afghanistan ou même en Irak. Il y a les conflits séparatistes, on l'a vu avec la Tchétchénie, mais c'est aussi le cas dans les régions d'Ossétie et d'Abkhazie en Géorgie, ou bien à Aceh en Indonésie, ou au Sri Lanka, actuellement un conflit comme en veille. Il y a aussi les conflits de minorités, qui opposent un gouvernement à un groupe ethnique, linguistique, religieux, minoritaire, mais qui se bat pour la reconnaissance de sa différence. C'est le cas du conflit au sud de la Thaïlande, ou celui aux Philippines. Et puis évidemment, il y a les conflits pour le territoire, comme au Cachemire, entre l'Inde ou le Pakistan, ou bien entre Palestiniens et Israéliens. Alors justement, ce cas d'Israël-Palestine permet de mesurer que là, les mobiles sont devenus confus, presque volontairement confus. Le conflit Israël-Palestine serait un conflit religieux, certains le disent car il s'agit de le faire croire. Eh bien non, il s'agit d'un conflit pour le partage de la terre, et ce, depuis 1948. Eh bien c'est à cela que servent les typologies, à sortir des idées reçues indéfiniment répétées. Quand on classe chaque conflit par acteur, lieu, mobile, on déduit très bien que les religions sont des ressorts pour faire la guerre, mais pas un mobile au départ. Ni en Afghanistan, ni en Tchétchénie, ni entre Palestiniens et Israéliens, ni au Soudan, il ne s'agit de guerre de religion. Pas plus qu'il ne s'agit de guerre interethnique au Congo ou au Darfour. Mais une fois ce feu allumé par des mobiles politiques, religions ou différences ethniques les alimentent et les font durer. Car la guerre rapporte du pouvoir et des richesses. Alors, fin de ce petit exercice de pédagogie politique, en rappelant peut-être ce qui semble une évidence, mais face à la guerre et à ce qu'on nous en dit, il faut toujours se poser la question sur ce qu'elle rapporte et à qui. Pour approfondir ces questions complexes, stratégiques, militaires, je vous ai apporté plusieurs références d'annuaires stratégiques, comme en chaque début d'année. Vous avez bien sûr l'État du monde, qui est édité aux éditions de La Découverte. C'est un annuaire économique et géopolitique mondial. La Fondation pour la recherche stratégique, qui est dirigée par François Hesbourg, publie son annuaire stratégique et militaire, avec les appareils militaires français, mais aussi les partenaires européens et mondiaux. Vous avez l'année stratégique 2005, qui est éditée par l'IRIS et Armand Collin, en sous-titre Stratéco-analyse des enjeux internationaux. J'espère que ces analyses sont vraiment indépendantes, puisqu'en dernière page, il y a une publicité étrange qui s'appelle Lethal Point, de Missile System, notamment le fabricant d'Exocet. J'ai trouvé ça étrange. Vous avez bien sûr l'annuaire Ramsès, qui est publié par l'IFRI, comme chaque année chez Duno. Ce sont les faces cachées de la mondialisation. C'est le seul qui a un appareil statistique très complet et un appareil cartographique également très complet. Et puis enfin, le petit dernier à vous présenter dans cette série d'annuaires, c'est édité aux éditions Michalon, Les mondes rebelles, conflits, terrorisme, contestation, dont je vous lis l'exergue que j'aime bien. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Et c'est de Paul Valéry.